Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc comme indiqué, on va parler de cybersécurité, mais pas forcément sous le prisme sous lequel on a l'habitude de l'aborder. Quand on travaille, en général, quand on travaille dans le logiciel, que ce soit en tant que dev ou simplement une personne qui travaille dans le développement logiciel, on a tendance à limiter la cybersécurité à un problème de faille de code, en fait. Et c'est normal parce qu'au fond, c'est les choses sur lesquelles on a la main, c'est les bugs qu'on peut fixer, c'est les bugs qu'on peut introduire parfois aussi. Mais la cybersécurité, c'est tellement plus de choses, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je m'appelle Sonia, et aujourd'hui, je suis consultante chez Arola, sur la partie infra, ops. Très rapidement, en quelques mots, Arola, qu'est-ce que c'est? C'est une ESN parisienne, Craft, et on intervient sur différents formats tels que du conseil, du coaching, de la formation et de la réalisation de projets. Donc la cybersécurité, c'est pas vraiment mon métier, c'est pas ma spécialisation. C'est quelque chose que j'ai appris via un truc qui s'appelle les CTF, les captures de flag. C'est quelque chose que je pratique depuis un peu plus de 6 ans. Et les CTF, c'est des compétitions de sécurité avec des challenges dans différentes catégories où le but, ça va toujours être un peu le même. Ça va être de récupérer des accès à un fichier ou une page à laquelle on n'est pas censé avoir accès. Donc ça peut être le panneau d'administration d'une page web, ça peut être déchiffrer un message sans avoir la clé de chiffrement, des choses comme ça. Et donc la plupart du temps, pour réussir à faire ça, on va exploiter des failles de sécurité. Mais pas toujours. Et en fait, c'est réaliser ça qui m'a un peu motivée à faire ce talk. C'est une passion que j'ai dans la vie, du coup, de participer à ces challenges. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Mais avant de passer à des choses un petit peu plus techniques, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter un petit moment de ma vie où je me suis installée dans mon appartement et où je suis allée acheter des meubles. Et donc, comme beaucoup de personnes sur Paris, je suis allée chez Ikea et j'ai trouvé ce meuble télé. Et ce meuble télé, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a deux features que j'aime bien. La première, c'est qu'il peut accueillir une grande télé. Et la deuxième, c'est qu'il a un panneau renforcé pour supporter la télé. Donc ça veut dire qu'on peut accrocher la télé. Et donc moi, je vois ça et je suis super contente et je me pose la question, est-ce qu'on peut faire les deux? Parce que quand je regarde sur Internet, je me renseigne un petit peu, je vois qu'en général, les gens qui ont une petite télé l'accrochent et les gens qui ont une grande télé la reposent sur l'étagère. Mais en même temps, il n'y a rien dans la spec qui me dit que je ne peux pas le faire. Mais je n'ai pas envie de risquer ma télé. Et donc en fait, quand on pose cette question, on va questionner le design de ce meuble télé. Est-ce qu'il a été bien conçu? Est-ce qu'il respecte la spec? Est-ce que la spec est claire, etc., etc. Et donc, quand j'ai posé la question sur Internet de est-ce que ça peut supporter une grande télé, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui s'en fichaient un petit peu de ma question et qui me répondaient plutôt à un truc du style j'en sais rien, moi de toute façon, ça je m'en sers même pas comme un meuble télé en fait. Et ces gens-là, c'est une communauté qu'on appelle les hackers Ikea, les Ikea hackers. Et en fait, c'est des gens qui vont prendre des meubles Ikea, qui vont les assembler, les désassembler, les customiser pour qu'ils répondent à leurs besoins précis. Et donc, c'est des personnes qui, par exemple, vont prendre mon meuble télé et vont le transformer en un ensemble de porte-manteaux et rangements individuels. Donc ça, c'était pour une famille de 4 enfants. Donc ça leur permet d'avoir leur petit rangement individuel. Super. Je suis tombée sur une autre personne qui a pris mon meuble télé, qui l'a mis à la verticale et qui en a fait une tête de lit avec des rangements. Donc maintenant, en plus d'avoir une télé 60 pouces, on peut aussi faire rentrer un lit, ce que je trouve formidable. Et en fait, ce comportement-là, en ergonomie, ça porte un nom. Ça s'appelle un usage catacritique. C'est-à-dire détourner de sa destination initiale un outil ou un instrument affecté à une tâche ou à l'action sur un objet de travail.
Des mots compliqués pour parler de quelque chose de très simple, que vous avez sûrement tous et toutes déjà fait, sans forcément être des hackers Ikea. Si par exemple vous avez utilisé un jour la pointe d'un couteau parce que vous n'aviez pas de tournevis sous la main, si vous avez utilisé un briquet pour décapsuler une bouteille, c'est un peu le même principe. Et ce qui est formidable, c'est que la catagrèse, l'usage catacritique, n'est pas toujours la résultante d'un mauvais design. En fait, quand on utilise un briquet pour décapsuler une bouteille, c'est pas parce que le briquet est un mauvais outil pour allumer des cigarettes. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui peuvent coexister, et ça ne remet pas en question la capacité du briquet à faire son job initial, finalement. Et donc, de la même manière, un vecteur d'attaque n'est pas toujours la résultante d'une faille de sécurité, d'une faille de code logiciel, par exemple. Donc aujourd'hui, on va voir 3 outils qu'on va essayer de détourner de façon un petit peu originale. Et le premier outil qu'on va regarder ensemble, c'est le Domain Name System, ou plus connu sous le nom de DNS. Alors, on refait une passe rapide sur DNS, comment ça fonctionne, pourquoi ça existe. À l'origine, DNS a été créé pour résoudre des noms de domaine, en fait, pour donc associer un nom de domaine à une adresse IP. Parce que les adresses IP, c'est compliqué de s'en souvenir, donc on préfère avoir un nom de domaine, mais en même temps, on ne peut pas juste communiquer avec le nom de domaine, il nous faut l'adresse IP. Donc on a cette espèce d'annuaire géant qui liste ce mapping entre nom de domaine et adresse IP. Et donc comment ça marche ? Moi, j'ai mon petit ordinateur ici, et mettons que je cherche à savoir où est fr.wikipedia.org. Je vais m'adresser à un type de serveur spécifique qu'on appelle les résolveurs DNS. C'est des serveurs qui ne savent absolument rien sur rien, mais qui sont très doués pour poser des questions. Donc quand on va leur demander où est fr.wikipedia.org, eux, ils vont se dire, moi, en fait, je ne sais pas. Mais je vais commencer par aller demander à un premier type de serveur qui connaît sûrement la réponse. Ces serveurs, c'est ce qu'on appelle les root serveurs. On en a un petit nombre dans tout le réseau DNS, et c'est des serveurs qui vont connaître une partie de la réponse, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on leur pose cette question, ils vont dire, en fait, moi, je ne sais pas où est fr.wikipedia.org, mais je sais que les .org sont gérés par tel name server. Et donc, on poursuit notre recherche. On va demander au serveur qui gère les .org, où est fr.wikipedia.org. Lui nous dit, je ne sais pas, mais je sais que ns1.wikimedia.org, lui, doit probablement savoir. Et donc, on poursuit notre quête, et on finit par obtenir notre réponse. Donc, qui est que fr.wikipedia.org, c'est en fait un alias, en quelque sorte, d'un autre nom de domaine qui s'appelle dina.wikimedia.org, et qui, à ce moment-là, pointe sur cette adresse IP. Et ce qui est intéressant, c'est que, aussi, si je savais déjà que c'était ns1.wikimedia.org qui était en charge de tout ça, j'aurais pu aller lui poser la question directement et récupérer ma réponse. Donc là, on voit des noms un peu spécifiques. Donc on voit du CNAME, du A. Ça, c'est ce qu'on appelle des DNS records, des enregistrements DNS. Et il y en a de plein de types. Donc là, j'en ai listé les plus connus, c'est ceux qu'on va utiliser par la suite. Donc ça va être l'enregistrement A, qui va associer un nom de domaine à une adresse IPv4. On va avoir du TXT aussi pour tout ce qui va être stocké, toutes sortes d'informations du moment que c'est au format texte. Donc maintenant qu'on a un peu cerné comment tout ça fonctionne, on va voir comment on peut l'exploiter. Je vais montrer une technique que j'ai pu découvrir via les CTF, que je trouve très intéressante, qui s'appelle le DNS tunneling. Et pour ça, on va replacer un petit peu de contexte. Ici, on voit une machine qui est dans un merveilleux rectangle qui représente un réseau d'entreprises. Cette machine, elle n'est pas accessible depuis l'extérieur, mais disons qu'elle a quand même réussi à se faire infecter. Je ne sais pas, on a ouvert une pièce jointe d'un email de phishing, quelque chose comme ça. Donc cette machine est infectée, et maintenant qu'elle est infectée, elle doit envoyer un message au serveur principal de l'attaquant, qu'on appelle un command and control. On verra ça souvent aussi abrégé en C2. Et en fait, comme on l'a dit, le serveur command and control ne va pas pouvoir
contacter cette machine depuis l'extérieur. Donc il va falloir qu'on trouve un moyen de communiquer, et le seul moyen, ça va être de partir de l'intérieur du réseau et de sortir. La première étape qu'on pourrait vouloir faire, voilà, c'est indiquer on vient d'être infecté, on attend la suite des instructions. Donc mettons, on s'arrange pour se trouver un message, un signal pour dire ça. Voilà. On va avoir un petit message. Une possibilité, ça pourrait être de dire, bah voilà, moi ce message, je le convertis en hexadécimal pour que ce soit plus pratique, et j'envoie ça dans un ping. Voilà. J'essaye de pinguer mon serveur là-bas avec mon message, et donc je lance mon ping et j'attends et il ne se passe rien. J'ai pas de retour. Et j'ai pas de retour parce qu'en fait, dans mon réseau d'entreprise, à la marge ici, on a un pare-feu. Donc un pare-feu qui va contrôler ce qui a le droit de rentrer, ce qui a le droit de sortir. Et une des règles du pare-feu, ça pourrait être de dire, en fait, toi, entité à l'intérieur du réseau d'entreprise, tu n'as absolument rien à faire à aller pinguer des étrangers en dehors du réseau. Du coup, on bloque ce trafic. Mais par contre, ce qu'on a constaté ici, sur notre ping qui n'est pas passé, c'est qu'on a réussi à résoudre le nom de domaine attaqueur.com. On a réussi à avoir l'adresse IP qui correspond. Donc si le ping ne passe pas, on vient quand même de constater que le DNS, lui, probablement, passe. Donc on va changer notre tactique et on va dire, tiens, peut-être qu'on pourrait aller contacter notre serveur, qui serait une espèce de pseudo name server DNS, et lui dire, voilà, j'aimerais bien savoir où est ready.attaqueur.com. Et en fait, on s'en fiche, l'important c'est de se dire, voilà mon signal pour dire, en fait, je suis prêt et en attente d'instruction. Donc ça, c'est l'idée générale, on va dire. Si on rentre un peu plus dans le détail, la plupart du temps, on ne va pas pouvoir se contenter de dire juste je suis prêt, je veux attendre mes instructions. Parce que les instructions, elles vont dépendre très fortement de là où on a atterri. Si on a atterri sur une machine, je ne sais pas, à l'intérieur d'un réseau d'une grande entreprise, on va peut-être avoir envie d'y rester et de fouiner un petit peu. Par contre, si on est tombé sur la machine d'un chercheur en cybersécurité, donc la machine qui est très très surveillée, tout qui est logué, tout ça, là on n'a pas envie de se faire repérer, ça ne nous intéresse pas, et donc on va avoir envie de peut-être juste s'autodétruire. Sauf que le command and control, lui, il n'a aucune idée de là où on a atterri. Il n'y a que le malware qui est là qui sait où il est exactement. Donc une technique, ça va être de dire, on rassemble des informations sur l'endroit où on a atterri. Ça peut être le nom de domaine interne, ça peut être une adresse MAC pour avoir un peu plus identifiant unique. Rassembler plein d'informations comme ça, de quel process tourne, des choses comme ça. Transformer ça en une grosse chaîne de caractères en hexadécimal. Et puis venir contacter un nom de domaine, faire une requête pour un nom de domaine avec cette chaîne en sous-domaine. Et donc là, notre serveur nous répond quelque chose, une adresse IP, puisque de toute façon, nous, on a envie de passer inaperçu, donc on lui a demandé une requête de type A, donc on va avoir une adresse IP. Ça, c'est la règle, ça paraît tout à fait normal. Sauf que cette adresse IP, en fait, elle n'a pas vraiment de valeur d'adresse IP en tant que telle. C'est pas pour dire, tiens, voilà l'adresse IP du serveur à contacter. Cette adresse IP, elle va passer dans toute une suite de if statement de notre code, où on va dire, tiens, si l'adresse IP qu'on a reçue, elle tombe dans telle plage d'adresse, ça veut dire qu'il faut que je me mette en attente. Si elle tombe dans telle plage d'adresse, ça veut dire qu'il faut que je m'autodétruise. Si elle tombe sur telle plage d'adresse, ça veut dire qu'il faut que je passe à l'action. Et donc ça va être une façon un peu détournée de récupérer les instructions par la suite. Un deuxième truc qu'on peut faire, c'est distribuer du code malveillant. Donc une fois qu'on a interrogé le serveur et qu'on a eu notre réponse de tiens, il faut passer à l'action, la deuxième étape, ça va être du coup de faire quelque chose. Et en général, comme on ne sait pas trop où on atterrit à la base, on ne va pas embarquer tout notre code malveillant avec nous. On va juste déposer sur cette machine un truc qui s'appelle un stager. C'est un petit bout de code qui va se charger de partir en éclaireur et de rapatrier la partie vraiment malveillante dans un deuxième temps. Comme ça, si jamais on n'était pas au bon endroit, on n'a pas dévoilé nos meilleurs secrets. Et donc, dans une forme très très simple,
un stager, ça pourrait être un petit script shell qui fait juste une ligne et qui va faire une requête DNS, donc avec la commande nslookup. Et là, on fait une requête de type txt vers un nom de domaine, un sous-domaine spécifique de attacker.com. Et ce qu'on reçoit en réponse, on l'exécute dans la foulée. Donc par exemple, voilà, on fait notre demande et on reçoit une commande qu'on exécute dans la foulée. Donc, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a besoin d'avoir des scripts beaucoup plus longs. Et le problème, c'est que les enregistrements TXT, non seulement ils sont limités en taille, mais en plus, s'ils sont trop gros, c'est suspect. Donc ça peut être détecté par un firewall, par tous les systèmes de monitoring de réseau. Donc ce qu'on peut avoir en général, c'est un script qui va être en fait éclaté entre plusieurs enregistrements et le stager qui va venir récupérer les bouts du script un par un avant de tout rassembler et d'exécuter le contenu. Et enfin, un dernier truc qu'on peut faire, c'est exfiltrer des données confidentielles. Voilà, on a récupéré notre code malveillant, on l'a exécuté, et super, ça nous a permis de récupérer plein de mots de passe qui étaient présents sur la machine. Et donc là, de la même manière que dans la première étape, on avait fait une espèce de chaîne de caractères pour envoyer les informations de notre machine, là, on peut prendre notre secret, le convertir dans une chaîne de caractères hexadécimale et puis venir requêter un sous-domaine qui a l'air complètement random, mais qui en fait est juste notre secret encodé différemment. Et la réponse, finalement, on s'en fiche un petit peu. Là, ce qui compte, le principal, c'est de se dire on a fait cette requête, et donc cette requête, elle est quelque part dans les logs du serveur Command and Control. Et donc on pourra ensuite parser ces logs et récupérer les secrets associés. En général, on va appliquer aussi une étape de chiffrement avant de passer tout ça en hexadécimal, parce qu'aujourd'hui, on a des firewalls intelligents qui vont essayer d'inspecter le trafic et dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'hexadécimal, à de la base 64, essayer de le décoder pour voir s'il n'y a pas effectivement des choses suspectes qui passent sur le réseau. C'est pour ça qu'avec une étape de chiffrement, ça permet de brouiller un petit peu ce qu'on essaye de sortir. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie DNS. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire. Si jamais j'ai un petit peu de temps à la fin, j'ai une deuxième technique que je pourrais vous montrer. Mais on n'aura probablement pas le temps. On verra. Le deuxième truc dont on va parler, c'est tout ce qui va être texte et image. Et ça, j'en parle parce que c'est un peu au cœur de tout ce qu'on fait sur le web, le texte et les images. Très rapidement, si on devait prendre ça d'un point de vue numérique, une image, c'est un ensemble de pixels. Et chaque pixel va avoir une couleur particulière. Et cette couleur va être représentée suivant un espace de couleur particulier, en général RGB, avec chaque valeur encodée sur un octet. Donc des valeurs entre 0 et 255. Et pour faire une image, à partir de tout ça, on prend tous nos pixels, tous nos 0 et nos 1, on compresse tout ça d'une manière ou d'une autre, avec ou sans perte de données. On rajoute un paquet de métadonnées autour, et paf, on a un fichier image. Sur la partie texte, on a aussi pas mal de marge de manœuvre sur la façon dont on peut représenter un caractère. Donc, si on prend un A majuscule, on pourrait le représenter sur un octet, sur 2 octets, en fonction si on est en UTF-8, UTF-16. On pourrait le représenter en base 64, qui serait du coup un peu un entre-deux en termes de place. On a plein de variations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser avec une technique qui s'appelle la stéganographie. Stéganographie, j'en parle beaucoup. C'est une catégorie de challenge de CTF. C'est une de mes préférées. C'est un peu une opinion pas très populaire parce que les gens n'aiment pas ça en général. Mais c'est un domaine que je trouve fascinant. La stéganographie, c'est l'art de la dissimulation. Donc à ne pas confondre avec sténographie, qui est l'art de prendre des notes super vite. Et en fait, la stéganographie, ça existait même bien avant l'apparition des ordinateurs et du numérique. Si on prend ce dessin,
on voit qu'au bord de la rivière, on a des petits brins d'herbe, donc certains plus longs, certains plus courts. Et en fait, c'est un message en morse, avec les grands traits, les grandes herbes qui sont les traits et les petites herbes qui sont des points. Donc ça, c'est une forme de stéganographie, c'est-à-dire qu'on a dissimulé notre message donc pour qu'il se passe totalement inaperçu. Et il y a plein de façons de faire de la stéganographie côté numérique. On peut cacher des secrets dans du son, on peut cacher des secrets dans du texte, on peut cacher des secrets dans des images, et encore plein d'autres choses en fait. Il y a vraiment juste votre créativité qui vous limitera sur les solutions, parce qu'il y a plein de choses à faire. Nous, on va voir aujourd'hui comment on peut déjà cacher du secret dans des textes. On commence par les images, pardon. Ça, c'est du coup notre A majuscule en UTF-8, donc représenté sur un octet. Et donc si on le transpose en décimale, en fait, on a une valeur 65. Mais si je changeais le bit juste à droite, et que de 1 je le passais à 0, on passerait à une valeur 64. Ça, c'est quelque chose qui va être très utile quand on va vouloir cacher des secrets dans des pixels. Là, si je prends mon pixel rose-rouge, qui a une certaine composante RGB, on va en prendre 3. Donc voilà l'équivalent en binaire. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller prendre chaque bit de mon A majuscule et je vais venir écraser ce qu'on appelle le LSB, le Least Significant Bit, le bit de poids faible, de chaque RGB, de chaque pixel. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? En fait, ça fait changer de façon quasi imperceptible la valeur de mes pixels. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça marche parce que pour notre œil, en fait, on ne sait pas faire la différence entre un pixel rouge à 255 et un pixel rouge à 254. La différence est trop infime pour être visible à l'œil nu. Et donc, ça peut être une façon de cacher de la donnée dans des pixels. Alors ça marchera sur des images compressées sans perte de données, donc tout ce qui va être du PNG, par exemple. Parce que si vous prenez de la compression sur un fichier JPEG, par exemple, qui va avoir de la compression avec perte de données, ce genre de nuance entre 254 et 255, elle va passer à la trappe au moment de la compression. Donc c'est important de bien choisir son format d'image pour faire ce genre de technique. Une deuxième technique qu'on peut utiliser, par exemple, pour cacher des données dans du texte. Là, ici, on a deux chaînes de caractères qui ont l'air en apparence totalement identiques, mais il y en a une qui est quand même significativement plus lourde que l'autre. Et donc, si on l'ouvre dans un éditeur de code, par exemple, on se rend compte qu'en fait, il se passe plein de choses entre mes mots, plein de choses on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment. Et en fait, c'est parce que du coup, tout ça va être mon message secret que j'ai caché dans ma phrase. Et donc, si j'ouvre ça dans un éditeur hexadécimal, je vais me rendre compte que j'ai quelques octets qui n'ont pas l'air d'avoir de ressemblance, et je vais trouver deux motifs qui se répètent, mon E288B et mon EFBBBF. Et en fait, ça, c'est des caractères Unicode invisibles. Donc ça peut être des espaces sans chasse, par exemple. Et donc en fait, ce qu'on vient faire ici, c'est qu'on va avoir un de ces caractères qui va représenter notre 0 et un de ces caractères qui va représenter notre 1. Et donc une fois qu'on remplace et qu'on met tout ça bout à bout, en fait, on va retrouver un octet vide, et ici, la représentation UTF-8 du H majuscule, qui est en fait le début de mon message secret. Alors ça, c'est une technique un peu, on va dire, un peu rigolote et un petit peu grossière, parce que le message était quand même... du coup, la phrase était 3 fois plus lourde, mais on peut avoir une technique un petit peu plus subtile où, au lieu d'avoir deux caractères, juste un pour le 0 et un pour le 1, on pourrait en avoir 4, et dire, tiens, j'en ai un qui encode 0,0, l'autre qui encode 0,1, l'autre qui encode 1,0, l'autre qui encode 1,1. Et du coup, avec plus de caractères, réduire réduire la taille de notre phrase finale. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des techniques aussi
esthétique, on va dire. On peut faire aussi des choses un petit peu plus barbares. Ça, c'est une réponse XML qui est donnée par une requête. C'est le corps d'une requête HTTP. Et donc dans ce XML, on voit qu'il se passe plein de choses. On voit qu'on a un attribut clé, un attribut token, un attribut hash, et qui, moi quand je regarde ça, je me dis oui, effectivement, ça a totalement l'air d'un hash, mais en fait, ça n'en est pas du tout un. Il se trouve que ces 3 chaînes de caractères mises bout à bout et décodées forment une instruction utilisée par un malware sur voilà ton prochain ordre, ta prochaine commande à exécuter. Et cette commande, en fait, elle est dissimulée à l'intérieur de ce XML qui a l'air totalement valide, en fait. Donc ça, c'est pareil. J'aurais pu vous en présenter encore plein d'autres. Comment cacher des secrets dans des chaînes en base 64. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais encore une fois, on va s'arrêter là pour celle-ci. Le dernier outil que j'aimerais vous présenter, c'est un outil, je mets des guillemets dessus parce que c'est pas vraiment un outil en soi, c'est un truc un petit peu large. C'est ce que j'appelle le feedback. Et qu'est-ce que j'entends par feedback ? Le feedback, pareil, c'est un truc dans le développement d'applications, typiquement, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Sur toute la partie expérience utilisateur, on dit oui, non, mais il faut absolument donner des indications à l'utilisateur par exemple, quand il y a un traitement qui est en cours, une vidéo qui est en cours de chargement, on ne laisse pas l'utilisateur sans information, on va lui mettre un petit spinner. Si jamais on a une action de paiement, on ne va pas laisser l'utilisateur en stress de savoir est-ce que ça a marché, pas marché. On va lui mettre des indications claires de est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. Et pareil, même d'un point de vue purement hardware, votre ordinateur, il a une petite LED sur le bouton on/off pour dire OK, je sais que l'ordinateur est allumé. Donc ça, c'est ce que j'appelle le feedback contrôlé. C'est du feedback volontaire. C'est nous qui l'avons implémenté dans le système. Mais on a aussi toute une partie de feedback incontrôlé, c'est-à-dire que notre système va parler de lui-même, en fait, sans qu'on lui demande. Et donc typiquement, si je reprends mon histoire de LED on/off, cette LED, elle est rattachée, elle est alimentée par la même alimentation qui fournit l'électricité à tout l'ordinateur. Et donc, il y a des moments où il y a d'autres composants qui vont avoir besoin de travailler plus et qui, du coup, vont avoir besoin de plus d'alimentation. Et donc, ça va créer des fluctuations. Et souvent, vous allez avoir peut-être votre LED qui va un petit peu clignoter en fonction du courant qu'elle réussit à recevoir ou pas. Pareil, si on a des disques durs, les disques durs qui font un petit bruit en fait en lecture et en écriture, ça c'est pas quelque chose qu'on a implémenté volontairement, c'est une conséquence mécanique du fonctionnement des disques durs finalement. Et enfin, un autre exemple, ça pourrait être, mettons j'ai mon serveur web. Et j'interagis avec lui, je lui envoie des requêtes et je reçois des réponses. Et puis il y a des moments où la réponse elle met du temps à venir, et puis il y a des moments où la réponse elle est un petit peu plus rapide. Et parfois ça se passe sur une même requête. Donc c'est l'appel à un même endpoint par exemple. Et ça peut être une info super importante. Mettons, je suis sur un système d'authentification. Voilà, j'arrive sur ma page web, j'ai mon username, mot de passe à rentrer, et ensuite j'envoie et j'appelle mon API d'authentification. Et donc côté back-end, je sais pas, je pourrais avoir un code qui va déjà voir si le username existe dans la base de données, et puis s'il existe, on va s'occuper de prendre le mot de passe et voir si ça match avec le mot de passe qui est dans la base de données. Et on pourrait se dire, le mot de passe, en général, il n'est pas stocké en clair dans la base de données, il est haché, donc l'opération de hachage, c'est un truc qui prend du temps. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'embarrasser à la faire si on sait que de toute façon,
l'utilisateur n'existe même pas dans la base de données. On pourrait se dire, j'ai même pas envie de hacher ce qui m'a mis en input de mot de passe, si déjà je sais que l'utilisateur n'existe même pas. Et donc on pourrait se dire, j'ai envie d'être efficace, et si l'utilisateur n'existe pas, je renvoie tout de suite une erreur. Et en fait, en faisant ça, si moi, en tant qu'attaquant, je viens énumérer plein de usernames, peut-être plein d'adresses email, par exemple, si je me rends compte qu'il y a une adresse email qui met systématiquement plus de temps que les autres à me revenir en erreur, ça me donne une indication de me dire, peut-être qu'en fait, elle existe dans la base de données, et du coup, ça veut dire qu'on est passé à l'étape suivante de vérifier est-ce que mon mot de passe était le bon. Donc c'est une façon détournée de venir extraire tous les utilisateurs de la base de données sans avoir besoin d'injection SQL ou de choses comme ça. Et donc ça, c'est un type d'attaque qui porte un nom et qui s'appelle les side channel attacks, ou en français, attaque par canal auxiliaire. Le principe d'une attaque par canal auxiliaire, c'est d'exploiter la forme plutôt que le fond. Donc on ne va pas venir chercher des failles dans le code, dans l'algorithme, mais on va venir chercher à aller interpréter justement ces signaux externes donnés par notre système pour mieux comprendre le fonctionnement de ce qui se passe en interne. Un domaine où ça s'applique plutôt bien, c'est sur tout ce qui est cryptographie. Et donc pour vous parler de ça, il va falloir que je vous parle un petit peu cryptographie. On va faire une introduction très rapide à un algorithme assez connu de cryptographie asymétrique qui s'appelle RSA. Donc RSA, c'est un algorithme de chiffrement qui est composé de deux parties, une clé privée, une clé publique. La clé privée, comme son nom l'indique, elle est privée, elle reste chez nous. La clé publique, on la distribue à tout le monde, c'est la clé qui sert à chiffrer les messages. Et donc du coup, la clé privée nous sert à déchiffrer. Comment on chiffre et on déchiffre ? On fait des opérations sur nos messages. Donc pour chiffrer, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie déchiffrer un message. Donc pour déchiffrer un message, en fait, je prends le message chiffré et je calcule message chiffré exposant clé privée. Modulo, la partie modulo, on ne s'en occupera pas aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être vraiment ce calcul d'exposant. Et donc, quand je dis calcul d'exposant, un message exposant clé privée, ça n'a peut-être pas trop de sens, mais en fait, tout ça, c'est que des 0 et des 1, c'est une grosse chaîne binaire. En soi, on peut la représenter aussi en décimale pour se faire une meilleure idée, et c'est juste un calcul d'exposant entre deux gros chiffres, en gros. Mais nous, on ne va pas prendre des gros chiffres parce que ça va être trop compliqué. On va partir sur un exemple très simple. Mettons, je veux juste calculer 3 puissance 5. Je pourrais avoir une méthode naïve, qui est de dire c'est juste 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Sauf que mon exposant, c'est pas 5, c'est un truc dans ce genre-là. Et en fait, j'aimerais bien récupérer mon message avant de mourir, donc il va falloir me trouver une solution plus efficace. Et la solution plus efficace, c'est de se rendre compte qu'en fait, cette expression-là, on peut la réécrire un peu différemment. Et donc commencer par calculer 3 fois 3, puis 9 fois 9, puis 81 fois 3. Et donc là, de 4 multiplications, on est passé à 3. Alors ça n'a pas l'air de grand-chose là-dessus, mais sur notre clé privée d'avant, ça nous ferait passer de ce gros nombre à quelques milliers d'opérations. Ce qui est tout de suite beaucoup plus envisageable. Donc si on reprend ça étape par étape, avec à chaque fois notre exposant décimal et sa version en binaire, on reprend nos étapes. On a dit on commence par faire 3 fois 3, donc ça nous fait 9, puis 9 fois 9, puis donc 81, puis 81 fois 3. Et on a enfin réussi à calculer 3 puissance 5. Donc ça, c'est notre exposant final en binaire. Et on s'aperçoit que pour passer de 1 à 1, 0, on a eu une étape à faire, qui était de mettre au carré. Et pour passer de 1, 0 à 1, 0, 1, on a dû le faire en 2 fois. On a dû d'abord mettre au carré, et ensuite remultiplier par 3. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'exponentiation rapide. En anglais, on l'appelle aussi square and multiply. Parce qu'il y a des moments où on square, et il y a des moments où on square and multiply. Et ça, à quoi ça va nous servir ? Ces opérations-là, elles demandent un certain travail au processeur.
Et donc, qui dit travailler, dit consommer de l'énergie. Et donc, si on analyse la courbe de consommation d'énergie de notre CPU, on se rend compte qu'il y a des moments où on a un petit pic de conso, et puis il y a des moments où on a un pic de conso qui est un peu plus long et qui a l'air 2 fois plus long que le premier, en gros. Et donc ça, en fait, ce que ça nous dit, c'est que au début, c'était juste une opération de mise au carré, donc un square. Et la deuxième étape, c'était une mise au carré, puis une multiplication, notre square and multiply. Et ça, on a dit que square tout seul, c'était quand on avait un 0 sur notre clé privée. Square and multiply, c'est quand on avait un 1. Donc en fait, en analysant la courbe de consommation, on peut extraire la clé privée bit par bit en mesurant ce genre de choses. Alors, après, c'est un peu... Ça, on va dire, c'est la théorie. Dans la pratique, ça ce serait assez compliqué à faire sur un PC moderne avec des processeurs à plusieurs cœurs et plein d'autres traitements en parallèle. Mais ça fait partie... C'est une technique qui peut se retrouver sur des systèmes un petit peu plus simples, sur tout ce qui va être, par exemple, de la lecture de cartes à puce, des choses comme ça. Et en fait, ça nous emmène vers toute une autre branche de la programmation, qui est la programmation à temps constant. Un des trucs pour contrer ça, en fait, c'est de dire, plutôt que d'avoir des cas où je mets au carré et des cas où je mets au carré et multiplie, je pourrais décider de tout le temps mettre au carré et multiplier. Et dans ce cas-là, juste la multiplication, je ne m'en sers pas. Mais c'est juste de dire, je fais une opération bidon en plus pour lisser ma courbe de consommation. Donc ça fait partie des choses aussi qui sont travaillées par les fabricants de processeurs, entre autres. Voilà, de vraiment aussi... réussir à masquer le plus possible, lisser le plus possible cette courbe de consommation pour ne pas en déduire trop de choses. Et il y a plein d'autres types de techniques encore. Alors celle-là, j'en parle rapidement parce que ça a fait la une il y a quelques mois. Mais c'est une technique qui est un petit peu complexe et que je n'ai pas encore totalement cernée, mais je pense que c'est important d'en parler quand même. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a quelques mois, on a eu cette faille de sécurité sur les puces Apple, les M1, M2, M3, qui, en fait, dans leur système d'optimisation, aujourd'hui, les processeurs modernes vont avoir cette capacité d'essayer de prédire les instructions et les données qui vont être nécessaires dans les prochaines utilisations, et qui vont, en gros, faire une espèce de pari et mettre en cache les données qu'ils pensent devoir utiliser par la suite. Et donc ça peut être une optimisation intéressante, mais la façon dont elle a été gérée côté Apple fait que parfois ça permet d'extraire des bouts de clés de chiffrement. Et sur les puces M3, ils ont réussi ils ont rajouté un petit switch qui dit en fait optimise tout le temps comme ça, sauf quand tu fais des opérations cryptographiques. Mais c'est un switch qui malheureusement n'est pas présent sur les puces M1 et M2. Mais voilà, un sujet hyper intéressant. Et un autre truc que j'adore aussi, c'est les analyses acoustiques. Ça date de l'an dernier. C'est des chercheurs qui ont entraîné une intelligence artificielle sur des enregistrements de micros de personnes des enregistrements audio de personnes qui tapaient au clavier. Et en fait, l'intelligence artificielle réussit à deviner sur quelle touche on avait appuyé dans 95% des cas. Donc ça veut dire que vous êtes sur Zoom, vous êtes en train, de présenter quelque chose à votre équipe, vous partagez votre écran et vous vous connectez sur, une plateforme, n'importe laquelle, et en fait, vous tapez votre mot de passe. Bon, certes, il n'est pas affiché à l'écran, mais s'il est capté par le micro, typiquement, ça pourrait être un vecteur d'exfiltration de données. Voilà, je trouvais ça incroyable. Mais bon, les side channel attacks, ça reste aujourd'hui quelque chose qui est majoritairement du domaine de la recherche. Ça demande des conditions assez strictes. Tout ce qui va être analyse de consommation, par exemple, ça va être, alors il va falloir
être capable de monitorer pendant une journée et du coup parfois avoir un accès physique à la machine. Enfin, ça demande voilà, plein de prérequis qui sont un peu difficiles à obtenir dans la vraie vie. Et donc c'est vrai qu'en conclusion, on pourrait se dire, c'est quand même un peu tiré par les cheveux tout ce que je vous raconte là. Ça a l'air d'être des trucs qu'on pourrait avoir, je sais pas moi, dans un film hollywoodien, mais pas vraiment dans la vraie vie. Et en fait, la plupart des trucs que je vous ai montrés, vous pouvez les retrouver dans une cyberattaque majeure qui a eu lieu en 2020, qui a été l'attaque de SolarWinds. Je ne sais pas si ça vous parle, on en a beaucoup parlé parce que c'était en gros cette entreprise qui s'appelle SolarWinds et qui développe des logiciels, dont un logiciel qui s'appelle Orion. Cette entreprise s'est fait pirater et les attaquants ont eu accès au serveur de mise à jour du logiciel. Donc ils ont eu accès à ce serveur et pendant le build des mises à jour, en fait, ont injecté du code malveillant qui du coup a été buildé sur les serveurs officiels, donc signé par les serveurs officiels, tout ça. Et ça fait que côté client, quand on télécharge la mise à jour, on télécharge une mise à jour officielle, mais une mise à jour complètement infectée, du coup. Donc ça a surtout fait beaucoup de bruit pour cette partie-là, cette partie supply chain attack. Mais en fait, du coup, le code malveillant, une fois déployé sur les machines des victimes, communiquait via DNS, via le premier exemple que je vous ai montré, donc le fait de rassembler des informations sur la machine, de les transmettre et de récupérer une adresse IP qui correspond à un truc à faire. Ça, c'était un bout du mode opératoire de ce malware. Le XML que je vous ai montré pour la stéganographie, c'est pareil. Ça faisait partie de cette attaque-là, en fait, et de la communication avec le command and control quand on passait plus par DNS, mais par d'autres protocoles. Et donc, en fait, c'est pas tant tiré par les cheveux que ça, finalement. Ça arrive. Et ça arrive, en fait, via comment dire ? C'est vraiment l'image sur laquelle je voulais vous laisser. Ce truc-là, c'est quelque chose qui s'appelle la Cyber Kill Chain. Alors, c'est une version extrêmement simplifiée, mais c'est un truc qui nous sert à modéliser et à mieux comprendre le déroulement de cyberattaques complexes, donc qui se passe vraiment sur plusieurs mois, en plusieurs étapes. Et en fait, l'exploitation d'une faille de sécurité à proprement parler, elle peut intervenir peut-être à un endroit de cette chaîne, par exemple ici, au moment de l'exploitation, mais on voit que sur la partie, ici la partie command and control, c'est là qu'on va retrouver toutes les opérations DNS dont je vous ai parlé. Sur la partie reconnaissance, c'est là qu'on peut retrouver, par exemple, quand je vous ai parlé d'attaques temporelles avec les histoires de login et de mots de passe. Bon, mettons, je vais faire ça sur un produit en ligne, je suis capable d'énumérer une liste de clients, une liste d'emails, ça me permet peut-être de faire une attaque, une campagne de phishing un petit peu plus élaborée en disant « Ah, voilà, je sais que vous êtes client de machin ». Donc ça aide aussi. Voilà, tout ça pour dire en fait que c'est des choses qui peuvent intervenir à différents endroits de cette chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.